Monsieur Christophe Kirem, merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, en tout cas pour vous faire part un petit peu de mon témoignage. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui, OK, oui. voilà. Donc, je viens ici vous parler d'abord des actions qui sont menées dans le cadre de l'aide aux personnes étrangères, des demandeurs d'asile et des réfugiés en particulier. Euh, donc, euh, donc, nous travaillons, donc l'Hirondelle intervient principalement dans l'est du Brabant wallon. Ça veut dire Perouet, Ramilly, Incourt, il y a plus ou moins une dizaine de communes euh, qui ont un caractère rural, euh, qui souffrent malheureusement d'un problème de mobilité. Donc, nous travaillons sur les initiatives locales d'accueil. Les initiatives locales d'accueil sont principalement des maisons, des logements qui sont mis à disposition par les CPAS, des communes voisines et qui sont subventionnés par FEDASIL qui est l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, et dans lesquelles donc, sont installées des familles, parfois des personnes isolées ou des couples. Et nous avons aussi un centre d'accueil dans le Brabant wallon Est qui se trouve à Jedogne, qui est un centre d'accueil qui est géré par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, qui est FEDASIL, dans lequel vivent plus de 500 résidents. Donc, nous intervenons en fait principalement dans ces communes pour donner des cours de français, pour aider les personnes en difficulté administrative, juridique, de pouvoir trouver une aide, une écoute, un accompagnement, mais aussi un soutien psychologique quand ils se sentent un petit peu isolés ou quand ils se sentent dans une angoisse par rapport à la procédure. Euh, voilà, donc nous donnons des cours de français, nous dispensons des cours de français, nous avons un service social et un service juridique, mais nous sommes entourés également par beaucoup de bénévoles qui sont principalement des chrétiens qui sont engagés. Euh, Nous disposons de locaux dans lesquels nous organisons nos activités qui sont mis à disposition par les paroisses, la paroisse de Perouet et la paroisse de Saint-Médard à Jedogne, dans lesquels nous proposons des cours de français pour les personnes d'origine étrangère, peu importe leur statut. Et nous avons même des personnes qui sont en séjour illégal. Malheureusement, pendant le confinement, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, nous avons été freinés depuis le premier confinement pour intervenir sur le terrain, puisque ces personnes-là se sont retrouvées en difficulté. Ça veut dire qu'ils ne savaient plus se déplacer et ils ne savaient plus faire appel aux services sociaux puisque tout le monde était confiné et puis les services publics, leur activité a été réduite. Euh, et du coup, donc, tous les problèmes de ces personnes-là ont été un petit peu mis au frigo, mais à force de reporter les problèmes du premier confinement, quand il y a eu reconfinement, ces problèmes-là se sont accentués. Ça veut dire les personnes qui avaient des difficultés au niveau médical, qui n'ont pas su aller consulter, ils se sont retrouvés avec d'autres affections beaucoup plus graves. Le problème aussi lié aux frais médicaux, ça veut dire il y a des gens qui ne savaient pas, par exemple, s'offrir des soins dentaires ou des choses comme ça et qui ont fait appel au CPAS, mais face à l'afflux de demandes auprès des CPAS, donc les demandes n'ont pas été traitées dans les délais, ils ont pris du retard et du coup ça a aggravé les choses. Nous avons, nous, débloqué avec nos fonds, nous avions un fonds de garantie locative que nous avons transformé en fonds d'urgence pour venir en aide à ces personnes. Euh, donc, nous avons constaté que de plus en plus de familles étaient vraiment précarisées, que les services qui octroyaient, par exemple, les colis alimentaires dans le temps, que ce soit pour les personnes étrangères ou que ce soit pour les familles défavorisées qui sont des familles défavorisées belges, n'arrivaient plus à suivre les demandes, je veux dire, la demande s'est accentuée avec le confinement et avec je veux dire, il y a une précarisation qui a été accentuée en tout cas. Donc ça, nous avons remarqué ça sur le terrain. En ce qui concerne
je veux dire, les personnes étrangères qui vivent, ou les demandeurs d'asile qui vivent dans le centre, vous devez savoir que ce sont le centre d'accueil de Jedogne. C'est un centre d'accueil qui a une structure assez particulière. Les personnes vivent dans des containers, en fait. Ce n'est pas un bâtiment. Ça veut dire que vous pouvez trouver dans un module toute une famille qui vit ensemble avec des enfants. Donc, ça veut dire le papa, la maman et les enfants vivent dans la même chambre. Ce qui peut provoquer parfois des tensions, puisque ces personnes-là ne peuvent pas sortir du centre et ils n'ont pas d'occupation. Quand les enfants n'allaient pas à l'école, donc ils se retrouvaient dans les mêmes pièces ou dans les mêmes structures que les parents. Donc, je veux dire, la surpopulation dans des espaces réduits crée de la tension, crée parfois de la violence, crée parfois aussi de la peur et l'angoisse. Nous avons assisté parfois à de la bagarre ou à des fuites, donc des gens qui fuient les centres d'accueil et qui se retrouvent parfois dans la nature. Il y a aussi des fugues de certains mineurs étrangers non accompagnés. Et nous avons aussi remarqué que le fait qu'il y a la baisse d'activité occupationnelle dans les centres, ça veut dire que les centres d'accueil ont fermé leurs portes même aux bénévoles qui venaient organiser des activités dans les centres. Ça a accentué la solitude de ces personnes et ça crée vraiment, je veux dire, un problème de dépression et de problèmes psychiques qui se sont aggravés. L'accompagnement psychologique est défaillant en fait pour ce secteur, en tout cas pour l'aide aux réfugiés, parce qu'il n'existe pas vraiment un service spécialisé pour l'accompagnement psychologique des exilés en général, puisque la personne qui devrait assurer ça doit aussi savoir manier la langue et la culture de ces personnes pour pouvoir comprendre leur code culturel et pouvoir communiquer avec eux dans leur langue étrangère. Donc, ça nécessite toujours la présence d'un interprète et parfois les services d'interprétariat sont très coûteux et sur rendez-vous et parfois se font par téléphone. Une intervention psychologique pour aider ces personnes-là est souvent très problématique et parfois irréalisable. Donc ça, c'est un constat que nous avons, nous, en tout cas, fait au niveau de l'accompagnement psychologique de ces personnes qui vivent dans les centres. Mais nous avons aussi fait un constat pour les personnes qui vivent dans des logements isolés dans les villages des communes rurales, où ils sont coupés du monde. Ça veut dire, bon, il y a un problème de mobilité. Vous savez que dans l'est du Brabant wallon, il n'y a pas beaucoup de bus. Donc, les gens ont très difficile à se déplacer pour faire leurs courses. Et avec le confinement, tout ça, ça s'est aggravé, puisqu'ils ne recevaient plus les visites qu'ils avaient auparavant des travailleurs sociaux ou des bénévoles, par peur justement de contamination et par peur aussi de chacun se protéger à sa manière, mais tout en se protégeant, on évitait de rencontrer l'autre et ça a coupé le lien social qui existait avant. Et ça a plongé ces personnes-là aussi dans un isolement et dans une solitude. Nous, en tout cas, ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé une méthode de travail basée sur la prise de contact à distance par téléphone. On contactait ces personnes-là régulièrement, une fois par semaine, par téléphone pour voir s'ils se sentaient bien, comment ça se passait chez eux. On essayait de tenir un dialogue un petit peu rassurant pour dire qu'ils n'étaient pas seuls. Mais ce n'était pas très facile à gérer parce que nous devions contacter plus ou moins une cinquantaine de familles par semaine et ce n'était pas du tout, je veux dire, facile. Et ça demandait beaucoup de concentration. Donc, parler parfois 1 heure, 2 heures au téléphone, ce n'est pas toujours évident. Et puis, il fallait aussi résoudre certaines demandes par téléphone ou par Internet, ce qui n'était pas très évident non plus parce que nous devions, je veux dire, réadapter les méthodes de travail social aux situations nouvelles, puisque nous ne nous étions pas préparés ni au niveau matériel, ni au niveau humain, ni au niveau méthodologique je veux dire, pour travailler dans les conditions de confinement. Donc, personne n'était prêt, ni les usagers, ni les services sociaux, puisque rarement sont les ASBL comme nous qui étaient équipés au niveau informatique.
Donc, on a dû investir, on a dû faire des appels dedans pour disposer d'ordinateurs pour nous, mais aussi pour les personnes que nous aidons, surtout pour les familles où il y avait des enfants. Et pour suivre les cours, par exemple, à distance, ils demandaient à avoir des ordinateurs ou de venir pour imprimer des choses, des cours, parce que les écoles envoyaient des devoirs, par exemple. Il fallait qu'on adapte nous-mêmes nos moyens de communication et nos moyens d'aide pour venir en aide aux demandeurs. Voilà, donc voilà ça en général en fait ce qui a créé, je veux dire, pas une surcharge de travail, mais plutôt une frustration parce que nous ne savions pas comment aider, comment inventer les méthodes pour essayer de venir en aide à ces personnes. Et nous avons aussi constaté qu'il manquait des interpellations, par exemple au niveau du terrain, en ce qui concerne ce public en particulier. C'est qu'on s'est plus soucié des étrangers, des réfugiés, des demandeurs d'asile et des sans-papiers pendant le confinement. On parlait beaucoup plus des personnes à risque, mais on ne parlait pas de ces personnes-là. Ça veut dire on s'est soucié de ces personnes-là quand, juste avant le confinement, on a créé des plateformes pour accueillir, pour héberger ces gens. Mais une fois que le confinement a eu lieu avec le coronavirus, ce public-là était un petit peu oublié, mis de côté, il n'était plus prioritaire. Et donc, on ne savait pas un petit peu qui interpeller. Est-ce que c'est les autorités locales? Parfois, on s'appuyait sur les curés de nos paroisses pour essayer d'interpeller tel ou tel président de CPS, tel ou tel bourgmestre ou échevin, pour voir un petit peu comment ils pouvaient aider, comment ils pouvaient faciliter la vie aux personnes qui vivaient dans les logements qui étaient mis à disposition par les CPS, donc dans les initiatives locales d'accueil. Donc d'où l'importance pour nous et qu'il y ait une interpellation au niveau des paroisses, ce qui a, je veux dire, qui est un constat pour nous, la paroisse ou le curé de la paroisse, ou en tout cas les assistants qui peuvent, ou des personnes qui peuvent travailler dans les paroisses, peuvent avoir un rôle très important dans la transmission ou dans l'interpellation des autorités locales quand il s'agit de constater un problème dans une famille ou chez des personnes qui sont en difficulté. Voilà. Maintenant, je vais attaquer de suite l'autre volet de notre action et surtout de la mienne en ce qui concerne les personnes âgées. Nous avons mis en place, nous, une maison qui est un habitat participatif qui accueille une dizaine de personnes. C'est un habitat mixte. Sous l'appellation un habitat de Abbeyfield, hein, qui est un modèle anglais, et dans lequel vivent en fait 10 personnes, chacun dans un appartement, mais qui vivent en commun. Donc, ils ont des communs, ça veut dire qu'ils cuisinent parfois ensemble, ils mangent ensemble, ils développent des projets ensemble, mais chacun vit de manière autonome. Le problème qui est arrivé et que nous avons constaté aussi avec le confinement, c'est que ces personnes-là étaient confinées dans le confinement, puisque, comme on leur a dit qu'ils étaient des personnes à risque, ils évitaient même de se fréquenter pour protéger les uns des autres. Et du coup, ça a créé des solitudes, même au sein de la maison. Donc, vous voyez, donc, ce sont des voisins qui ne rendent pas visite à leurs propres voisins de peur de les contaminer ou de peur d'avoir des problèmes, ce qui a accentué aussi le fait que, par conséquent, les gens ne venaient plus les visiter. Donc, comme les médecins ne se déplaçaient pas, mais même le médecin ne venait pas jusqu'à chez eux, là aussi, il fallait trouver aussi d'autres manières de faire pour que ces personnes-là ne puissent pas rester seules. D'où la nécessité aussi de prendre contact avec eux, de savoir de quoi ils avaient besoin. Donc là, nous avons développé un service de course. Donc, une fois par semaine, il y avait des bénévoles qui prenaient la liste de courses par SMS et qui faisaient un petit peu les courses et qui les déposaient devant la porte de chaque appartement, de chaque résident. Et nous avons développé ça en fait dans le quartier puisque la maison se trouve dans un quartier de logements sociaux.
Et moi, j'étais personnellement voir le voisinage direct de la maison pour voir qui était disponible une fois par semaine pour faire les courses pour ces personnes. Et nous avons fait une tournante depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant d'ailleurs, et ça fonctionne très bien. Et ce qui a créé en fait un lien qui n'existait pas avant le confinement entre le voisinage et cette maison. Et du coup, chaque voisin a parrainé un habitant de la maison. Donc, comme il y a 10 personnes, ben, nous avons 10 parrains. Et quand le parrain est défaillant, ben, en fait, il y a toujours un suppléant, soit l'épouse ou alors le voisin à côté. Mais en tout cas, tout le monde à garder contact avec ces personnes, soit pour aller acheter des médicaments, faire les courses, ou parfois les conduire à des visites médicales. Voilà en gros le constat je veux dire, qui a modifié un petit peu nos pratiques de travail social, en tout cas sur le terrain, mais qui a aussi créé une certaine frustration parce que nous ne savons pas comment faire pour rendre encore plus service, puisque nous avons constaté que les gens sont encore en demande. Et malheureusement, on n'est pas nombreux à intervenir sur le terrain par peur justement d'être contaminé ou d'être exposé à des risques de contamination, que ce soit pour nous ou que ce soit aussi pour mettre à mal les personnes, le public cible. Donc, il y a le manque de temps. Il nous manque aussi le temps, comme nous sommes dans une angoisse permanente, dans une inquiétude permanente. Et il nous manque aussi le temps de penser. Et il nous manque aussi d'un temps de spiritualité, que nous n'avons plus le temps, je veux dire, de prendre le temps ensemble à réfléchir, parce qu'on se réunit que virtuellement, et le virtuel n'est pas aussi consistant que le présentiel, parce que ça crée quand même, je veux dire, être proches les uns des autres. Ça crée des liens, mais ça a une autre dimension que tout faire en virtuel. Il manque aussi la volonté d'agir ensemble sur le terrain, sur les problèmes à venir. Ça, c'est quelque chose que nous avons constaté, c'est que il faut, en tout cas au niveau du terrain, mais au niveau des paroisses, il faut qu'on se rassemble ensemble autour d'une action commune qu'on peut mener sur le terrain ensemble dans l'avenir, pour lutter un petit peu contre la solitude et pour recréer les liens comme un relais pour les familles en difficulté ou un relais tout simplement pour la visite des personnes isolées. Voilà, donc je ne sais pas si je te dis, j'ai pris quelques notes sur l'importance de l'interpellation au niveau local et paroissial des autorités locales, mais aussi vers la création ou le renforcement, en tout cas, de l'entraide locale paroissiale qui doit être rétablie ou renforcée, en tout cas, dans certaines paroisses, surtout au niveau rural, là où, je veux dire, la mobilité des personnes et l'isolement des personnes se ressent plus que dans les grandes villes. Voilà, j'espère que j'ai été un peu complet et bref. J'ai beaucoup de choses à dire, mais en 20 minutes, c'est pas évident. Voilà.